Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charles Guillemet, je suis le CTO de Ledger. Mon background, c'est la sécurité et la cryptographie. C'est des sujets qui me passionnent depuis que j'ai 12 ans à peu près. Quand j'ai récupéré un ordinateur, les premières choses que j'ai essayé de comprendre, c'est comment ça marchait et si on ne pouvait pas hacker tout. C'était mon hobby, c'est devenu mon travail bien après. La première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, c'était en 2011. J'avais un ami qui passait sa vie à parler de Bitcoin tout le temps. C'était un peu pénible. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par faire ce qu'il me conseillait de faire, c'est-à-dire de regarder comment ça marchait. Lui, il minait avec son ordinateur personnel. Et je me rappelle avoir passé un petit peu de temps à bien regarder la technique. Et je me souviens, quand je suis allé lui faire mon compte-rendu, en gros, je suis allé le voir et je lui ai dit, franchement, techniquement, ce truc est hallucinant. J'ai mind blown complet. Et ensuite, je lui ai dit, mais par contre, je vois pas du tout à quoi ça sert, je ne comprends pas. Et du coup, il y a 5 ans, quand j'ai rejoint Ledger, ça l'a fait marrer, parce que bon, là, du coup, j'ai compris. Ce qui est intéressant, ce que je trouve vraiment intéressant dans Bitcoin, c'est que c'est un petit peu à la croisée des chemins de différents domaines, la technologie, l'économie, la monnaie et la géopolitique. Et d'ailleurs, c'est un peu des sujets qu'on retrouve ici. Moi aujourd'hui je vais surtout parler de technologie, c'est le sujet que je connais le mieux, et je vais pas mal parler des challenges de sécurité notamment qu'il y a derrière être vraiment possesseur de ces fonds, parce que être possesseur de Bitcoin, c'est être possesseur de ses clés. Je vais commencer avec une phrase un petit peu choc. Moi je pense que la technologie de la blockchain et Bitcoin en particulier est en train de changer le monde. Et que cette révolution, elle va pas pouvoir arriver sans sécurité. Quand on détient des bitcoins, en fait, ce qu'on détient, c'est une clé privée qui permet de faire la preuve qu'on est bien possesseur. Et avec cette preuve, on va être capable de transférer les fonds. On va faire des signatures électroniques. Si on perd sa clé privée, on perd ses fonds à jamais. Et si un attaquant met la main sur cette clé privée, il va pouvoir vider notre wallet, et il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. C'est l'immutabilité de la blockchain, etc. Et il n'y a pas de système centralisé, on peut pas les taper à la banque ou à je sais pas qui pour récupérer ces fonds. En termes d'adoption, on est vraiment très tôt. Donc là, je parlais, moi, de quand j'avais 12 ans et que je passais ma vie sur Internet. En termes d'adoption, on est à peu près, si on compare l'adoption de la technologie blockchain et de Bitcoin en particulier, c'est un peu comme si on était en 1998 pour la révolution d'Internet. Donc moi, je me souviens bien de cette époque-là. Donc je passais ma vie sur Internet et ma mère me disait de ne pas passer trop de temps dessus. Et les gens ne comprenaient pas du tout ce qu'était Internet. Moi, j'avais l'impression que ça allait être une grosse révolution. Au final, j'étais bien loin d'imaginer l'ampleur de cette révolution. Parce qu'à l'époque, Internet, c'était des modems qui faisaient un bruit bizarre, pour ceux qui s'en souviennent. C'était principalement du contenu statique. Et on commençait à voir certains services non WWW, avec ICQ à l'époque, avec Napster pour faire du peer-to-peer et échanger des morceaux de musique, où on mettait 20 minutes pour télécharger 3 mégas de MP3. Et l'adoption de la blockchain, on peut imaginer qu'elle va grossir encore plus vite que celle d'Internet, parce qu'aujourd'hui elle peut se servir d'Internet justement pour prêcher la bonne parole, je dirais. Aussi, si on reste un petit peu sur l'aspect historique, une petite histoire de la sécurité. Au début d'Internet, dans les années 90, les communications sur Internet n'étaient pas chiffrées, tout était en clair. Et en fait, la standardisation de TLS, ça arrive seulement en 1999. Ça veut dire que pendant toutes les années 90, l'ensemble de toutes les communications sur Internet était en clair, et du coup les États et les services secrets s'en donnaient à cœur joie à récupérer l'ensemble de tout le trafic et à le stocker, puisque tout était en clair. Et c'est seulement dans les années 2000 qu'on commence à avoir du HTTPS partout, avec les petits cadenas en haut, si vous vous souvenez qu'on parlait de ça à l'époque. Et 2007, c'est l'avènement de l'iPhone. Et pourquoi c'est sur ma timeline de sécurité? Parce que pour les attaquants, avant la génération d'HTTPS, il y avait juste à surveiller le trafic.
Et après HTTPS, vu que tout est chiffré, c'est plus possible de surveiller le trafic. Et du coup, la seule solution, c'est d'attaquer les endpoints. Et du coup, c'est ce qu'ont commencé à faire massivement les services de renseignement. Attaquer les endpoints et spécifiquement les téléphones, c'est un truc qui est assez intéressant dans le sens où il y a plein d'informations sur les utilisateurs. En même temps, sur cette timeline, on a aussi la timeline de la recherche en sécurité. Au début d'Internet, c'était dès qu'il y avait quelqu'un qui trouvait une vulnérabilité, il allait à Black Hat et il allait présenter sa vulnérabilité à tout le monde sans dire rien à personne. C'était le full disclosure. Et les fabricants n'étaient pas très contents, évidemment, parce qu'après, ils pouvaient être exploités par tout le monde. Donc il y a eu une espèce d'élan qui a été poussé par les fabricants d'essayer d'incentiver les chercheurs en sécurité. Et donc c'est le début des responsables disclosure. Je me souviens qu'à l'époque, on pouvait récupérer $100 lorsqu'on disclosait une vulnérabilité critique à des vendors. Tout ça, c'est beaucoup professionnalisé. Maintenant, il y a tout le système des bug bounty. Et maintenant, il y a un véritable marché avec des brokers. Ici, là, j'ai mis la page de Zerodium. Zerodium, c'est un broker qui achète les vulnérabilités au plus offrant et qui les revend à ceux qui les achètent. Et globalement, là, en ce moment, là, je crois qu'elle date du mois dernier, la vulnérabilité la plus chère aujourd'hui, c'est Android Full Chain Persistent Exploit, 0 clic. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites rien et l'attaquant prend le contrôle de votre Android. Ce genre de vulnérabilité, c'est vendu sur le marché 2,5 millions en ce moment. Donc, je parlais de $100 il y a 20 ans ou 30 ans. Donc là, on parle de big money. Pourquoi? Parce que justement, ces vulnérabilités, elles sont très intéressantes pour les attaquants, que ce soit les agences gouvernementales ou les organisations criminelles. Vous avez peut-être entendu parler de Pegasus. Bon, globalement, Pegasus, ça utilise ce genre de vulnérabilité. Donc, c'est une entreprise qui a été développée. L'entreprise s'appelle NSO, donc c'est un software qui est développé par NSO, qui est une entreprise israélienne. Et ce software, il est assez simple. Globalement, bon, j'ai jamais vu l'interface, mais ça marche comme ça. Il y a un champ dans lequel je vais rentrer votre numéro de téléphone, je vais cliquer sur Hack et je vais avoir un accès complet à votre téléphone. Accès complet, ça veut dire que je peux extraire l'ensemble des datas qui se trouvent dessus, vos messages, vos WhatsApp. Je peux me loguer sur les sites sur lesquels vous êtes logué. Je peux allumer votre micro, votre caméra. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire avec Pegasus parce qu'ils ont industrialisé le hack des endpoints et principalement, ils vendent ce software à des agences gouvernementales. Il commence à y avoir un petit peu de pression du gouvernement américain sur cette entreprise, notamment parce qu'ils vendent à certains gouvernements qui ne sont pas très respectables d'après les États-Unis. Après, on ne sait pas s'ils ne vendent pas aussi à des organisations criminelles, ça, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'un attaquant qui a beaucoup de moyens, il va pouvoir payer des vulnérabilités ou des softwares chers pour être capable de faire des attaques de haut niveau. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Stuxnet. Je vais être bref sur Stuxnet. C'était en 2007, je pense. À cette époque-là, il y avait l'Iran qui essayait de faire de l'enrichissement pour son programme nucléaire d'attaque. Et la question, c'était les services secrets d'Israël et des États-Unis qui voulaient l'en empêcher. Et la question était de leur faire la guerre. Et en fait, à un moment, a été mis sur la table, est-ce qu'on ne pourrait pas hacker leur système? Et du coup, c'est là qu'ils ont développé Stuxnet. Donc Stuxnet, c'est un malware qui est assez complexe, qui à l'époque faisait usage de 7 différentes vulnérabilités 0D, c'est-à-dire que personne ne les connaissait, sauf la NSA globalement. Et ce malware a permis de hacker en gros les centrifugeuses du programme iranien, et qui se sont toutes cassées les unes derrière les autres, même si c'était un système qui était air-gapped, etc. Encore une fois, j'utilise ça comme un exemple de dire lorsque les enjeux sont grands, les attaquants, ils ont des moyens gigantesques pour essayer de hacker les systèmes. Pour la petite histoire, ensuite, ce Stuxnet s'est propagé sur l'ensemble des ordinateurs du monde. Les gens ont commencé à le reverser, à l'utiliser à d'autres fins, évidemment. Et il y a eu entre
entre 5 et 10 ans où tout le monde utilisait Stuxnet pour hacker tout le monde. C'était un peu le festival. En même temps, on a la révolution de la blockchain où on parle de décentralisation, on parle de self-sovereignty, de self-custody et d'empower les utilisateurs. Mais par contre, d'un point de vue de la sécurité, ça repousse le challenge de la sécurité au endpoint. C'est l'utilisateur qui devient acteur et qui doit sécuriser ses clés. Et comme je disais juste avant, sécuriser un endpoint, c'est pas quelque chose de simple. Et quand les enjeux sont grands, les attaquants déploient beaucoup de ressources pour hacker les endpoints. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'industrie est en train de maturer, je dirais, doucement. On a Rect qui maintient le leaderboard des différents hacks qu'on a dans la DeFi. Donc ce classement évolue tout le temps, mais bon, globalement, tous les mois, il y a des nouveaux hacks de plusieurs centaines de millions sur la DeFi. On voit les exchanges qui se font hacker les uns après les autres, depuis MTGOX il y a 7 ans, 8 ans, jusqu'au dernier en date, je ne sais pas lequel. En tout cas, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Et pour les utilisateurs, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de phishing. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle un low hanging fruit. Ça ne coûte pas du tout cher de faire du phishing, et ça marche bien. Donc tant que ça marche, les attaquants vont faire ça. Donc là, c'est des petites organisations criminelles qui font en sorte de convaincre les utilisateurs de leur donner leur seed, de signer une transaction qu'ils ne comprennent pas, etc. etc. Et ça marche malheureusement très bien. Donc pour éviter ça, je pense que l'éducation, c'est le principal vecteur. Bien faire comprendre aux utilisateurs comment ça fonctionne, etc. Et au final, le paradigme de la blockchain et de Bitcoin est tellement différent du paradigme fiat habituel qu'on connaît, que c'est difficile, c'est beaucoup de travail. C'est un petit peu comme quand on expliquait Internet à nos parents à la fin des années 90, les gens ne comprenaient pas. On commence aussi à avoir des attaques targetées et des attaques at scale. Il y a les exemples de SimSwap. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SimSwap, c'est lorsqu'on utilise un service avec un 2FA. Ça peut être par exemple un exchange. Le 2FA, ça peut être votre numéro de téléphone. Et donc, quand vous voulez vous loguer, vous allez recevoir un SMS qui va vous donner un numéro. Et une des attaques contre ce type de système, c'est le SimSwap. Donc le SimSwap, c'est moi je vais appeler SFR et je vais leur dire que je veux passer mon numéro chez SFR. Donc, par contre, je ne leur donne pas mon numéro, mais celui de la victime. Et si j'arrive à être suffisamment convaincant, je vais recevoir une SIM avec votre numéro de téléphone. Du coup, je vais être capable de recevoir vos SMS et du coup, je vais pouvoir utiliser votre 2FA pour me loguer sur Coinbase. Une fois que je suis sur votre Coinbase, je peux vider votre compte. Donc ça, c'est des attaques qu'on commence à voir assez régulièrement, mais qui sont assez targetées parce que ça prend du temps. Et il faut être certain que la victime qu'on va attaquer, elle a des fonds, évidemment. On a aussi l'exemple de Slope Wallet, qui est assez récent, où on voit qu'il y a tous les wallets Solana de Slope, du coup, qui ont été vidés en l'espace de quelques heures, justement parce qu'il y avait un bug dans leur système qui a envoyé toutes les seeds à un serveur centralisé qui a été attaqué. C'est une bien belle débâcle. Lorsqu'on a des fonds, lorsqu'on a des bitcoins, en fait, il y a plusieurs propriétés de sécurité qu'il faut assurer. La première, ça va être ce que j'appelle la security at rest. C'est à quel endroit ma seed, mon secret, est stocké. Et ensuite, ça va être security at use, c'est-à-dire qu'au moment où je vais utiliser mes fonds, donc je vais devoir implémenter de la cryptographie, pour signer des messages, pour générer des adresses. À quel endroit cette cryptographie est-elle implémentée? Et au-delà de ça, lorsque je consens à signer une transaction, comment je peux être sûr de ce que je consens? Donc là, c'est pour ça qu'on va avoir la notion de « what you see is what you sign ». Parce que si je consens de signer, d'envoyer 0.1 Bitcoin à telle personne et que en fait le wallet il est en train de vider tout mon wallet vers l'adresse de l'attaquant, ça ne marche pas. C'est pour ça que le Trusted Display c'est une propriété qui est importante.
Et aujourd'hui, si on veut implémenter ça avec un software wallet, c'est quelque chose qui est pas possible, tout simplement. Donc là, on a pris l'exemple de Electrum. On n'a rien du tout contre Electrum, juste c'est un software wallet qui peut tourner sur Windows ou sur Linux ou n'importe quel OS. Et en fait, là, on a juste simplement écrit un petit malware qui tourne en parallèle sur votre OS et qui va simplement hooker le process de Electrum. Et à partir du moment où vous lancez Electrum et que vous rentrez votre password, notre malware donc il va hooker Electrum, il va récupérer votre password, il va du coup déchiffrer votre wallet et l'envoyer à l'attaquant. Donc c'est aussi simple que ça. En plus celui-là il est écrit en Python, c'est quelques lignes de Python. Voilà, le password est rentré, hop, on a la clé, on voit derrière là, sur l'écran l'acide, et l'acide est envoyé à l'attaquant. Et là c'est fini, vous perdez vos fonds, il n'y a plus rien à faire. Donc là ce qu'on voit c'est que avoir des propriétés de sécurité importantes avec du software, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible. Utiliser des software wallets mobiles, c'est un tout petit peu mieux. Par contre, le problème, c'est que le modèle de sécurité est un petit peu différent, et c'est un tout petit peu mieux. Mais quand on regarde, on n'a toujours pas les propriétés de sécurité dont je parlais juste avant. Dans le sens où, si on installe une application un software wallet, donc, et une autre application donc, qui contient un malware, on peut imaginer que ce malware va casser l'isolation au niveau de l'OS entre les applications et va tout simplement accéder à l'acide et l'envoyer à l'attaquant. Encore une fois, on a fait un exemple. Ici, je crois que c'est Coinbase Wallet. Donc, Coinbase Wallet propose d'avoir un wallet non custodial. Donc, l'acide se trouve dans votre téléphone. Donc là, on a simplement généré un wallet sur Coinbase Wallet. Donc là, je pense qu'on va lancer Coinbase simplement. Donc là, c'est simplement pour vérifier l'acide. Donc on rentre dans l'acide dans le software wallet qui est protégé par un PIN. Donc voilà, l'acide là, c'est TOS, Boom, Raw, Evoke, Gain, etc. Et en fait, l'utilisateur, il a installé une autre application qui est un Bitcoin Ticker ou Crypto Ticker Widget, je crois. Et en fait, cette application contient un malware, donc c'est nous qui avons créé le malware, et ce malware, il va tout simplement accéder à la mémoire du téléphone et casser l'isolation et récupérer l'acide de Coinbase Wallet et l'envoyer à l'attaquant là, qui est ici représenté sur l'ordi qui est derrière. Et voilà, on a l'acide avec TOS, Broom, Raw, Evoke, Gain, celle qu'on voyait tout à l'heure. Le wallet est cassé. Donc c'est pas de la science-fiction. Les software wallets, c'est simplement impossible de les sécuriser avec les architectures qu'on a aujourd'hui. C'est pas un problème des software wallets, c'est un problème des architectures hardware qu'on a aujourd'hui, que ce soit les OS sur nos laptops ou les OS sur nos téléphones. On pourrait imaginer utiliser certaines propriétés hardware qu'on a sur les téléphones aujourd'hui. En pratique, il n'y a aucun software wallet qui les implémente. Mais typiquement, on a sur les SOC récents, donc les SOC, c'est l'électronique qu'il y a dans nos téléphones. Sur les SOC récents, il y a ce qu'on appelle une trust zone, et on pourrait imaginer que la trust zone, elle pourrait implémenter de la sécurité, une enclave, où on commence à avoir des secure elements dans les téléphones. Mais le problème, il y a plusieurs problèmes, c'est que tout d'abord, en tant que développeur, c'est pas possible de loader son propre code dans l'enclave. Donc ça veut dire que à partir du moment où on va vouloir générer des adresses ou signer des transactions, la seed, elle va sortir de l'enclave et du coup, elle va se retrouver dans le normal world, et donc n'importe quel malware va pouvoir y accéder. Donc ça, c'est un premier problème. Et le second problème, c'est qu'avoir du trusted display, c'est-à-dire que être certain que ce qui est affiché sur l'écran n'ait pas été modifié par l'attaquant, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas possible avec les architectures software. Donc encore une fois, on ne cherche pas à cracher sur un wallet ou sur un autre, juste de dire qu'aujourd'hui, faire de la sécurité avec les téléphones, c'est quelque chose qui est pas possible. Et typiquement, des outils comme Pegasus, ça permet de vider n'importe quel wallet at scale et à distance. Et d'ailleurs, un truc qui peut faire peur, c'est qu'avec l'avènement Bitcoin et l'adoption massive, si les software wallets prennent
davantage de parts de marché, etc., et qu'il commence à y avoir des quantités importantes d'argent sur ces software wallets, on peut imaginer que des attaquants avec beaucoup plus de moyens, de la même manière que ceux qui achètent les vulnérabilités aujourd'hui à 2,5 millions, commencent à acheter ce genre de vulnérabilité et montent des attaques qui, at scale, vident l'ensemble de tous les wallets software en une seule fois. Ça, pour moi, c'est un risque qui est systémique, dans le sens où si jamais ça arrive, c'est même un problème pour la blockchain en question. Parce que là, on pourrait imaginer que, je sais pas, 10% de la blockchain, de la valeur de la blockchain, est volée d'un coup. Bon, évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est essayer de fixer ça. Pour essayer de fixer ça, on utilise des Secure Elements. Donc les Secure Elements, c'est des circuits qui sont spécifiquement designés pour la sécurité. C'est les mêmes circuits qu'on trouve dans nos cartes bancaires et dans nos passeports. Et donc on va essayer d'implémenter l'ensemble des propriétés dont je parlais juste avant. C'est-à-dire que la clé reste dans cette enclave de sécurité, elle n'en sort pas. La cryptographie est implémentée dans cette enclave de sécurité. Et on essaie d'avoir le what you see is what you sign, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser ces clés, qu'on va consentir pour une transaction, en tant qu'utilisateur, on est capable de vérifier sur l'écran ce qui s'y passe. Une difficulté qu'on a, je trouve, c'est que ça reste compliqué ce qui se passe sur un hardware wallet pour les utilisateurs. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup à Ledger, essayer d'améliorer l'UX. Parce que le problème d'une solution de sécurité sur laquelle l'UX est complexe, c'est que si c'est trop complexe, les gens s'en détournent et utilisent autre chose, et au final, on résout aucun problème. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un truc important sur lequel on investit beaucoup à Ledger. En plus de ça, on a beaucoup travaillé récemment à ouvrir davantage notre stack. La majeure partie de notre stack est open source. Souvent, on nous critique un petit peu parce que une partie spécifique, la cryptographie de notre OS, n'est pas open source, mais c'est pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Mais sinon, l'ensemble du reste de notre stack est complètement open source et on a beaucoup travaillé aussi les mois qui viennent de passer pour ouvrir notre stack et faire en sorte que les développeurs externes puissent développer sur Ledger. C'est possible de développer sa propre app sur nos devices, c'est possible de développer sa propre decentralized app à l'intérieur de Ledger Live et aussi, si on veut intégrer son Supercoin dans Ledger Live, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et il y a un autre sujet qui est assez important pour moi, donc c'est pour moi en particulier, mais pour Ledger aussi, c'est la self-sovereignty. Nous, avec Ledger Live et avec l'ensemble de nos logiciels, on propose une super interface avec une super UX pour les utilisateurs afin qu'ils puissent voir l'ensemble de leur balance, l'ensemble de leurs transactions sans avoir plus de difficultés que ça. Néanmoins, on est obligé de faire tourner des back-ends pour ça. Et en fait, on veut faire en sorte d'empower les utilisateurs dans le sens où ils vont être capables de pouvoir faire tourner ça en local, sans jamais avoir besoin de se reposer sur Ledger. Et du coup, c'est un truc sur lequel on travaille. On a déjà travaillé dans ce sens-là pour Bitcoin, avec la possibilité de faire tourner son propre node, et donc de ne pas avoir à taper dans les backends de Ledger. Aujourd'hui, ça reste encore une feature de Power User, et j'ambitionne vraiment que demain, ce soit un truc one-click, dans lequel on peut faire tourner son nœud. Que ce soit un nœud Bitcoin, voire un nœud d'une autre chaîne. Là, ce qu'on voit aujourd'hui avec les censures autour de Tornado Cash, ça me donne encore plus envie d'aller dans cette direction et justement de me retrouver dans une situation où si demain quelqu'un essaie de censurer nos backends, nos utilisateurs soient toujours en possibilité d'utiliser leurs fonds sans avoir à reposer sur Ledger. C'est vraiment une philosophie qui est importante pour nous. Et dans ce même sens aussi, lorsque vous vous connectez à nos backends, donc typiquement vous vous connectez avec votre adresse IP, nous on ne la collecte pas, on ne veut pas la connaître, néanmoins on voudrait ne même pas être capable de la connaître, et du coup c'est pour ça qu'on travaille à intégrer Tor à l'intérieur de Ledger Live, ce qui fait que vous allez pouvoir vous connecter au service de Ledger avec l'anonymité qui est donnée par Tor. Enfin, il y a d'autres features sur lesquelles on a travaillé récemment et qui sont assez chères mais, à mon cœur, mais
plutôt pour les power users, il faut bien le dire. C'est la capacité de pouvoir faire du multisig et le Miniscript qui arrive très bientôt sur le device, ce qui permet d'installer une couche de gouvernance sur Bitcoin directement sur le device. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Salut Charles. Salut Marc. Alors, j'ai pas une question, mais j'en ai 3, mais elles sont super courtes. Les 2 premières sont pour la salle. Qui a un ledger? Levez la main. Moi, je lève la main. Ah, plein de mains, c'est cool. Deuxième question. Qui utilise pour les autorisations de facteurs de FA Google Authentificator? Ah, plein de mains. Ma troisième question, c'est WhenFido 2. Raph, je ne sais pas si tu m'entends, mais tu m'as dit que c'était pour octobre. Donc, d'après notre développeur de la fonctionnalité, ça arrive dans le courant du mois d'octobre. Et effectivement, moi, je pense que Fido 2, c'est une feature qui est ultra importante et qui va permettre dans le futur de se passer des mots de passe, parce que les mots de passe, les humains sont vraiment très mauvais, à la fois pour les générer, à la fois pour les souvenirs et pour les manager. Et Fido 2, ça résout complètement ce problème-là, et pour moi, c'est une feature super intéressante sur le device. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Fido 2, ça permet de faire plein de choses, mais notamment, ça permet de s'authentifier à différents services sans avoir de password, juste avec un device hardware. Charles, tu nous as parlé des problèmes de sécurité sur le téléphone. Aujourd'hui, Ledger Live est sur téléphone. Effectivement, les clés de sécurité, il n'y a pas de problème, sont sur le hardware wallet. Mais question confidentialité, qu'est-ce qui me dit que les attaquants ne vont pas savoir un peu des données un peu confidentielles, les montants, etc., ce que j'ai? C'est une bonne question. Donc effectivement, notre modèle de sécurité est de telle sorte que même si ton téléphone est complètement pawné et l'attaquant a un full accès à ton téléphone, tant que tu vérifies ce qui se passe sur ton device et que tu ne consens que aux transactions que tu veux vraiment consentir, tes fonds sont sécurisés. Ça, c'est une première chose. Par contre, effectivement, d'un point de vue privacy, si jamais un attaquant a un accès complet à ton téléphone, il va pouvoir récupérer tes clés publiques, et tes clés publiques donnent l'ensemble de l'historique de toute ta blockchain. Et ça, effectivement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire contre ça. Désolé si j'ai mis un froid, mais là, c'est comme ça que c'est fait aujourd'hui. Bonjour Charles, merci pour ton intervention. J'ai un trou. J'ai un trou sur ma question. Je passe mon tour. Ok. Si ça te revient, on peut en parler après. Merci. J'aimerais savoir quelles sont les raisons indépendantes de votre volonté qui vous empêchent de diffuser tout le code source en open source. Yes. Ah bah parfait. Alors en fait, donc nous on utilise, comme je disais, on utilise des secure elements, donc des circuits qui sont basés sur la technologie smart card, donc les circuits qu'on trouve dans nos cartes bancaires et dans nos passeports. Et en fait, ces circuits, ils doivent passer, afin de devenir vraiment des secure elements, ils doivent passer au travers d'évaluations sécuritaires avec des labos indépendants qui sont accrédités par l'ANSSI, etc. C'est des évaluations qui durent plusieurs mois avec tout un tas d'attaques pour vérifier le bon niveau de sécurité, avec une vérification des règles de développement, etc., etc. Et en fait, les vendors, en fait, ils forcent leurs clients à signer des NDA très clairs, dans lesquels ce NDA, en fait, il empêche le client de donner quelconque information sur le circuit lui-même. Et du coup, quelconque information, du coup, ils font ça à la fois pour des raisons de certification, mais aussi pour des raisons d'IP, dans le sens où ces Secure Elements, ils implémentent tout un tas de contre-mesures diverses et variées. Et donc, si on révélait notre OS,
en fait, à l'intérieur de notre OS, il y a l'utilisation de ces contre-mesures, de comment elles fonctionnent, etc. Et si on les révèle, en fait, on casse le NDA qu'on a avec notre vendor, et du coup, on ne pourrait plus utiliser de Secure Element. Donc globalement, en fait, le choix qu'on a, c'est soit on utilise des Secure Elements et notre OS, on ne peut pas l'open sourcer, ou soit on utilise des circuits qui ne sont pas sécurisés, et là, à ce moment-là, on peut open sourcer. Et nous, le choix qu'on fait, c'est de choisir la sécurité. L'open source, on est des fervents défenseurs, ça permet l'auditabilité. Mais au-delà de l'auditabilité, ce qui est important, c'est que les choses soient auditées. Et donc là-dessus, nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. On a une équipe indépendante qui audite notre OS. On utilise aussi des labos indépendants qui auditent notre OS régulièrement. Donc globalement, lorsqu'il faut faire le choix entre la sécurité et l'open source, dans ce cas-là, on choisit la sécurité. Déjà, merci pour cette excellente présentation, c'était super. Moi, en tant que client de Ledger, j'ai une grande question, c'est est-ce qu'avec Ledger Live, vous récupérez des informations de vos clients? Je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler ou pas. Et quelles sont-elles et qu'est-ce que vous en faites? Alors, Ledger Live est open source, donc déjà il suffit de regarder le code. Et les informations qu'on récupère sur les clients, donc déjà on n'a aucune information d'identification, etc. Il y a certaines informations qui sont liées à des statistiques sur l'utilisation du software, typiquement les crashs, etc. Ça, c'est des choses qui sont remontées. Et après, il y a des statistiques aussi qui peuvent être remontées, sachant que dans les options de Ledger Live, on peut cliquer sur un bouton qui empêche de faire remonter aucune statistique. Merci beaucoup. Pour l'open source, j'ai déjà répondu du coup. Oui, j'avais une autre question du coup. Sur les Secure Elements, comme tu disais, quand les fonds en jeu sont colossaux, les hackers peuvent eux aussi mettre en marche des moyens colossaux. Et j'imagine qu'ils peuvent aussi aller voir les fabricants et acheter les mêmes Secure Elements pour les tester et essayer de les brute forcer. Est-ce que vous, en interne à Ledger, vous avez des équipes qui essayent d'attaquer eux-mêmes vos propres produits pour voir si les éléments que vous utilisez peuvent être faillibles? Alors, donc là, les attaques que je viens de présenter, c'est pas moi qui les ai développées du tout, hein, c'est notre équipe interne qui s'appelle le Donjon. Et donc, ils passent un petit peu de temps à regarder ce qui se passe dans l'écosystème, mais 90% de leur temps, ils le passent à essayer d'attaquer nos produits. On a tout un lab avec tout un tas d'équipements différents. On fait des attaques side channel, c'est-à-dire qu'on essaie de mesurer, de trouver des corrélations qu'il pourrait y avoir entre la consommation de courant et l'utilisation des clés. C'est le principe un petit peu des side channel. On fait des attaques en faute avec des glitches. On a aussi un banc laser qui permet d'attaquer nos circuits au laser. Bref, on les teste de manière assez intensive, et quand on voit qu'il y a un petit point de faiblesse, la première chose qu'on fait, c'est discuter. Le Donjon va discuter avec les développeurs pour voir comment on peut améliorer ça. Donc la sécurité, c'est pas un truc statique. Il y a déjà celui qui claim la sécurité sans borne ment. On ne claim pas être bulletproof et d'avoir une sécurité sans borne. Par contre, ce qu'on claim, c'est de se donner beaucoup de mal à tout le temps améliorer la sécurité et aller dans cette direction-là. Et du coup, on le fait avec le Donjon en particulier et aussi en utilisant des labos externes. On a aussi un programme Bug Bounty. On a envie d'avoir cette démarche de toujours améliorer la sécurité. Ok. Merci à vous.